Est-ce que vous risquez de vous faire disrupter par ChatGPT? Non. Sauf si. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent, comme Gary Vee par exemple, je sais que tu le suis, lui dit le monde éducatif devrait complètement se transformer parce que c'est totalement inutile d'apprendre quelque chose par cœur, par exemple, vu que en 3 clics de souris, tu as l'information. Est-ce que si je te dis, pourquoi apprendre la rhétorique ou l'éloquence ou peu importe, sachant que j'en ai plus besoin aujourd'hui, je vais faire écrire mon discours par une intelligence artificielle. Pour moi, la question, c'est est-ce qu'on va se faire disrupter ou pas? Parce que c'est quoi l'innovation? En fait, c'est quoi la capacité d'innovation? Et ça, j'y étais confronté parce que j'ai fait une thèse et la première partie d'un travail de recherche, c'est un état de l'art. Ça commence par ça. On doit faire un état de l'art des connaissances existantes. Et pourquoi on doit faire un état de l'art des connaissances existantes? Pour pouvoir identifier des failles. Et c'est seulement là que commence l'innovation. Ok. L'innovation commence quand on a été capable d'identifier tout ce qui a été fait sur un domaine et ensuite on se dit bah là il y a une faille, là il y a une faille, je vais l'améliorer. Alors évidemment, il faut immédiatement ajouter que moi quand je fais l'état de l'art dans mon domaine et que j'identifie des failles, etc., évidemment que j'ai pas consulté l'ensemble des choses qui ont été. Donc peut-être que l'innovation que je vais être capable de produire, bah voilà, peut-être que j'aurais réinventé la roue de quelque chose qui a déjà été inventé, mais en tout cas, j'aurais développé cette capacité. J'aurais développé cette capacité à m'approprier l'état du savoir dans un domaine et d'être capable de me dire comment est-ce qu'on fait pour aller un petit peu plus loin. Et ça, c'est fondamental parce que si on n'a pas ça, si on n'a pas entraîné cette capacité à intégrer des connaissances, à les faire danser un petit peu dans sa tête et à après se dire tiens, là il y a une faille, là il y a quelque chose où on peut progresser, en fait, on est remplaçable. Mhm. Si on ne développe pas ça, on est remplaçable. Et donc, cette capacité à innover et à avancer, on l'a d'autant mieux qu'on a une certaine culture générale. Sinon, si on passe toute sa scolarité à faire du copier-coller, on est une page blanche en fait. On est complètement vide et donc on n'a pas cette capacité à créer. Donc ça veut dire qu'on va être complètement dépendant d'outils, si bien que, on sert à rien en fait. Mhm. On n'est pas capable, on n'est pas capable de créer de valeur. Donc c'est ça ce que je dirais. Les gens qui écoutent ceux qui aujourd'hui leur disent vous vous en fichez de la culture générale, vous vous en fichez de l'expertise, il suffit voilà d'être capable d'appuyer sur le bon bouton au bon moment. Bah ouais, aujourd'hui il y a peut-être un petit coup à faire je sais pas en publiant un livre sur Amazon entièrement rédigé par ChatGPT ou alors en créant une formation entièrement générée par ChatGPT, mais au bout d'un moment ça va devenir la norme. Donc Mhm. cette qualité va être un niveau standard et si on n'est pas capable de faire un petit peu mieux que ça, on est facultatif. Mhm. Je suis 100% d'accord. Pour moi, ça rejoint. C'est pour ça que je vois rien de nouveau personnellement dans l'intelligence artificielle. De la même manière que la calculatrice n'empêche pas que c'est intéressant d'être bon en calcul mental, sans atteindre des niveaux où on te fait multiplier des chiffres, tu vois, des millions par des millions. Mais de la même manière que le correcteur orthographique n'empêche pas d'apprendre l'orthographe et la grammaire, que c'est pas parce que tu as des traducteurs automatiques que c'est pas intéressant d'apprendre une langue. Et pour moi, c'est la même chose. Et à nouveau, quand Wikipédia, par exemple, est apparu, je pense que Wikipédia a fait plus de mal au monde universitaire quand il fallait aller dans des universités sur des sujets très précis. Là, tu as quand même des experts qui se sont mis à écrire un article sur la physique des particules, etc., dans Wikipédia, qui se corrigeaient les uns les autres, etc. Là où avant, il n'y avait rien Mhm, sur Internet, ou alors il fallait aller dans des bibliothèques spécialisées, tu vois. Donc, mhm. moi, je suis d'accord, ça me fait pas peur. Après, est-ce que ça va disrupter? Ben, oui, à nouveau, tout comme ça, le tracteur a vidé les champs. Avant, tout le monde était plus ou moins agriculteur, enfin 90% de la population française. Ben, le tracteur, il a vidé les champs. Mais à côté de ça, il y a toujours, je ne crois pas au chômage de masse, ça j'y crois pas, que l'intelligence artificielle va mettre tout le monde au chômage. Non, c'est sûr que peut-être qu'il y aura plus de développeurs informatiques, enfin beaucoup moins de développeurs informatiques, parce qu'apparemment, il t'écrit des lignes de code tout seul, ou il te corrige des codes, etc. Il y en aura moins, tout comme il y a moins de caissières, tout comme... voilà, mais il y a d'autres types de métiers qui vont se développer. Et comme tu le dis, peut-être qu'écrire un discours basique ou écrire une lettre, bah, ce sera... c'est comme la traduction. Aujourd'hui, le niveau des traductions automatiques, il est très très fort, hein. Je vois Zone Bourse qui utilise beaucoup
d'outils d'intelligence artificielle en traduction, en text-to-speech, speech-to-text, text-to-vidéo. Enfin, tu as des trucs aujourd'hui, tu balances un texte, il te fait une vidéo avec une voix que tu reconnais même pas que c'est une voix artificielle. Enfin, tout est quand même surpuissant. Et donc, tout ça, c'est comme de faire un calcul sur une calculatrice, ça n'impressionne personne en fait. La valeur ajoutée, elle est plus là, mais c'est pas parce qu'il y a des calculatrices qu'il y a plus de mathématiciens. C'est juste que le niveau, il est bien plus élevé en fait. Mais donc toi, ça t'inquiète pas plus que ça dans ton domaine. Le problème, c'est que quand on dit que ces intelligences artificielles ne créent jamais vraiment quelque chose de nouveau, en fait, la combinaison de choses existantes, c'est aussi quelque chose qui est un petit peu nouveau. C'est vrai. Ça veut dire qu'il faut s'assurer d'être toujours à la pointe de notre domaine. Et que je pense que il y aura de moins en moins de place pour un généraliste dans le monde qui va se développer. Et tu vois, cette expertise, ça c'est vraiment quelque chose moi que je défends. Il y a des étudiants en finance avec qui je discutais, on avait ce débat généraliste expert, et ils ont peur de l'expertise. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de se griller. En fait, eux voient le fait de prendre un domaine comme la finance et de faire que du private equity, et encore dans le private equity, d'être que dans le secteur de la biochimie, par exemple, pour eux, c'est de la folie. Mais en fait, pourquoi ? Parce qu'ils se disent, oui, mais peut-être que ce qui va marcher, c'est le private equity, mais dans le secteur digital, ou peut-être que c'est plus le private equity, il sera plus à la mode, et ça va être les obligations ou les options, etc. Et en fait, ils ne réalisent pas que plus on avance, plus les généralistes sont remplaçables, et donc ont moins de valeur, donc sont moins bien payés, donc il y en a beaucoup. Et ça, je pense que c'est vrai dans beaucoup de domaines. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être un expert. Et d'ailleurs, dans le monde de la finance comme ailleurs, peut-être qu'on a meilleur temps de faire de la biochimie, par exemple, et d'être un vrai spécialiste dans ce domaine en gardant une composante business pour après travailler et ça se fait beaucoup, ça se fait de plus en plus, pour à la fin travailler dans du private equity et pouvoir valoriser des boîtes, comprendre le cœur de surtout les petites startups vraiment très techniques, comprendre comment, je sais pas, les algues peuvent capter le carbone, etc. Ça va être une valeur ajoutée énorme par rapport à quelqu'un qui va juste finalement prendre des chiffres, les mettre dans une spreadsheet, dire ouais là elle est fortement valorisée, faiblement valorisée, mais c'est pas là où se joue la valeur ajoutée aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un discours qui est difficile à entendre pour les jeunes, mais je pense qu'il faut pas hésiter, il faut toujours se garder une porte, faut pas hésiter à en sortir, et on se spécialise pas dans un truc comme ça à la sortie des études. C'est un premier job, un deuxième, un troisième, et à la fin on a je sais pas 30 ans, 35 ans, et on est une star dans son domaine parce qu'on est très 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 fort. Et c'est un peu le problème des influenceurs parfois, dont moi, c'est qu'on présente, on fait des discours généralistes, je passe d'obligations, options, etc. Mais ce qu'ils réalisent pas, c'est que moi, quand j'étais professionnel et quand je faisais du trading, j'étais sur un micro-marché, j'étais un expert dans mon domaine, même si j'en parle pas. Voilà, j'étais là-dessus, et tout le monde est dans son micro-domaine. Et ce discours de généraliste, il est faussement tentant en fait. Ouais, et c'est là que tu vois, moi, si je peux te donner un conseil, mais après j'aime l'appliquer tout de suite parce que ChatGPT m'a donné une idée de contenu que je vais commencer quand je rentrerai de mes vacances. Tu sais, les vidéos où tu pars d'un article, d'un truc que tu as trouvé dans un article scientifique, et que tu dis je vais retester le modèle, il y a personne sur la place qui peut faire ça. Il y a très très peu de monde qui sont capables de faire ça à part toi. Et tu vois, c'est pas les vidéos qui vont faire le plus de vues. C'est beaucoup mieux de faire une vidéo du type 5 astuces pour protéger son portefeuille en temps de crise, ou Ouais. voilà, c'est ces vidéos-là qui vont faire des vues, mais les gens vont rester avec toi sur le long terme et vont savoir que tu apportes de la valeur parce que tu es capable de faire les petits trucs de geek à côté. Et donc, c'est plus ingrat, il y a moins de gens qui les regardent, mais en termes de valeur ajoutée et de valeur perçue pour la personne qui le fait, c'est quand même d'un autre niveau. T'as raison. Et moi, donc, en dialoguant avec ChatGPT, ça m'a donné envie de faire un nouveau format que je vais lancer là à la rentrée. C'est un format où je vais partir d'un... tu sais, il y a plein d'articles scientifiques sur la persuasion. C'est un format où je vais partir d'un article scientifique, et à la fin de la lecture de cet article scientifique, je vais créer un contenu
qui met en pratique la technique qui a été cessée dans l'article. Et donc ça permet comme ça de faire ce qu'on n'a jamais dans la recherche, c'est passer de on a testé, on a fait un groupe contrôle, on a testé ça versus ça et on se rend compte que ça marche. Comment est-ce qu'on passe de ça à quelque chose qu'on peut utiliser dans un discours? Donc je vais faire à partir de la rentrée des vidéos là-dessus parce que j'ai eu vraiment cette réalisation que un discours généraliste c'est beaucoup plus disruptable. Alors que le discours d'expert, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus difficile à reproduire. Surtout si c'est pas seulement un expert en expertise, mais c'est expert qui est capable de passer à la pratique. T'as raison, et c'est ça qui est frustrant parfois quand je fais les vidéos, c'est que moi, ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans, je pense que je fais les vidéos. Il y a beaucoup plus d'influenceurs finance aujourd'hui enfin, j'aime pas le terme influenceur, mais bon, vous avez compris, de créateurs de contenu finance aujourd'hui qu'avant. La plupart de ces créateurs de contenu finance, ils ont entre 20 et 25 ans, je pense, enfin, ou 18 et 25, peu importe. Il y en a plein qui n'ont jamais rien fait, mais bon, ils écrivent un bouquin, enfin, ils font la totale, en fait. Bouquin, formation, vidéo, coaching, enfin bon, etc. Et c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que comme tu dis, sur les vidéos qui marchent, qui sont des vidéos très basiques, sur qu'est-ce que la bourse, comment acheter une action, 5 critères principaux pour acheter, enfin bon, blabla, des trucs comme ça, en fait, c'est ça, presque n'importe qui peut le faire. Et là, pour le coup, ChatGPT peut aussi très bien le faire. Et c'est là où finalement on s'inquiète de ChatGPT, mais plutôt que ChatGPT, tu peux te dire, si ChatGPT le fait, ça veut dire que n'importe qui peut le faire, entre guillemets, n'importe qui a bossé, qui s'est renseigné sur le contenu. Donc si on est disruptable par ChatGPT, c'est qu'on est forcément dans un domaine où on est remplaçable. Comme d'habitude, je vous rappelle que ce que vous venez de voir n'est qu'une petite partie d'un podcast qui a duré près d'1h30. Vous avez le lien vers l'épisode complet sous cette vidéo. Côté investissement maintenant, eh bien, je n'avais pas d'inspiration aujourd'hui. Avec des marchés qui montent comme ça, où toutes mes positions sont dans le vert, je commence à avoir du mal à trouver des choses dans lesquelles investir. Et donc, quand je ne suis pas inspiré, ce que je fais, c'est que j'achète une part d'ETF. Et j'ai sélectionné cette fois mon ETF qui investit dans les entreprises qui, à l'échelle mondiale, sont les plus vertueuses en matière sociale et environnementale, parce que c'est une tendance de long terme, et vu l'anxiosité climatique de la plupart des gens, ça devrait continuer de monter. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le compte que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Toujours côté investissement, ce qui va animer ma soirée d'investisseurs, c'est qu'une nouvelle propriété est arrivée sur le site Realty. Jolie façade, c'est pas mal. On est donc à Cleveland, il y a 20 unités, donc ça veut dire que vous avez 20 locataires qui vous permettent de toucher des loyers tous les lundis. On a un rendement de 9,5%, donc voilà, c'est assez sympa. On peut regarder un petit peu cette propriété. Dans le prix d'achat, il y a des frais pour pouvoir la rénover, mais elle n'est pas dans un état catastrophique quand on regarde à l'intérieur. C'est plutôt joli. Voilà, c'est pas Byzance, mais c'est pas non plus, on va pas être méchant, c'est pas non plus quelque chose qui serait moins bien. Donc voilà, je vais mettre une petite bille là-dedans. Et pourquoi je vais mettre une petite bille là-dedans? Pour pouvoir continuer de me diversifier dans l'immobilier. Je commence à avoir pas mal de propriétés, mine de rien. J'ai des propriétés à Chicago, j'ai des propriétés à Détroit, j'ai des propriétés en Floride, j'ai quelques propriétés à Cleveland. Donc on continue de faire grandir ce portefeuille. Tous les lundis, j'ai les loyers qui tombent. On est aujourd'hui à plus d'$1 par jour, plus de $7 par semaine, plus de $30 par mois. On va toucher bientôt les $400 par an. Donc c'est intéressant, hein. Ce que j'aime bien avec ce genre d'investissement, c'est qu'on voit tout de suite la couleur de l'argent. Vous voyez, tous les lundis, on a les loyers qui arrivent, on a une belle courbe comme je les aime, et mon objectif pour cette année, c'est d'arriver à 100 € par mois. Et c'est cool en fait, parce que pour le moment, je réinvestis tout. Ça, c'est un des trucs les plus sympas, je trouve, avec la plateforme Realty, c'est qu'il y a toujours des propriétés de réinvestissement, et ça veut dire que mes loyers tombent directement là-dedans. Donc une grosse propriété à Détroit, et donc ça veut dire que tous les lundis, bim, j'ai les intérêts composés qui marchent, les loyers sont réinvestis pour acheter des parts d'une autre propriété, et ça va assez vite, hein. De toute façon, vous allez suivre mon parcours sur Realty sur cette chaîne, vous allez voir la vitesse à laquelle ça peut monter, et honnêtement, avec une plateforme comme ça, sans se saigner aux quatre veines pour épargner, ça me paraîtrait pas aberrant que d'ici 5 ans, j'ai un petit 1 000 € par mois qui tombe grâce à ça, donc je vais continuer à investir là-dedans pour toujours trouver des solutions qui vont me rapprocher de la liberté financière. Et si vous voulez
commencé à investir avec Realty, vous avez sous cette vidéo mon lien affilié, ça ne vous coûte rien et ça permet de soutenir la chaîne. Et j'ajoute qu'investir, investir en bourse, investir dans l'immobilier, c'est quand même la meilleure protection contre le risque de disruption, parce que imagine que ChatGPT devienne hyper intelligent, eh bien je suis un petit peu propriétaire du bonhomme grâce à mes investissements dans Microsoft. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une seule aventure entrepreneuriale, vous pouvez participer à d'autres aventures entrepreneuriales que la vôtre, c'est ça la joie de l'investissement et c'est ça la joie du capitalisme. Battons-nous pour conserver nos libertés, battons-nous pour le capitalisme. Sur ce, prenez bien soin de vous et à très vite.